Now, I want to be clear. I support Alberta remaining in Canada. That is how I would vote on separation in a provincial referendum. It is also the position of my government and my caucus. However, despite my personal support for remaining in Canada, and I as Premier will not have a legal mistake by a single judge silence the voices of hundreds of thousands of Albertans. That's not the Alberta way. Alberta's future will be decided by Albertans, not the courts. La première ministre albertaine, Danielle Smith, qui annonce son appui à la Fédération canadienne, mais qui défend le droit des Albertains de décider eux-mêmes de leur avenir. Elle annonce aussi un référendum, Mme Smith, en essayant de ménager fédéralistes et séparatistes de sa province. Un exercice d'équilibre qui est pas simple, ma foi. Alex, Chantal, Michel, bonjour. Bonjour. Je commence avec vous, Michel. Qu'est-ce que vous retenez de la façon dont Mme Smith a décidé de piloter ce dossier jeudi soir? Quand on est obligé de faire l'effort de dire on fera un deuxième référendum, quand on a une question qui, de toute évidence, est pas définitive dans la tête des gens qui la posent, ça augure pas très bien pour la conclusion du système. Et si vous êtes quelqu'un qui est favorable à l'indépendance de l'Alberta, vous pouvez dire, excusez-moi, mais moi, il va falloir que je gagne un deuxième référendum, pas juste le premier. Alors, il y a des gens qui vont dire, ça, c'est pas une bonne façon de procéder. Alors, mettez tout ça ensemble, c'est pas super bien parti. Oui, c'est ça. Chantal, on n'a pas l'impression que Mme Smith a réussi à faire plaisir à un camp ou à un autre. C'est extraordinaire, les réactions. Et là, je parle de l'Alberta, je parle même pas des réactions à l'échelle pan-canadienne qui sont uniformément négatives. Mais en Alberta, des columnistes identifiés au Parti conservateur, des columnistes identifiés à l'autre côté de la discussion, c'est unanime. Le mouvement séparatiste veut sa tête. Beaucoup de fédéralistes albertains veulent sa tête. Les Autochtones qui sont allés en cours pour prévenir un référendum en bonne et due forme sur la sécession sont furieux. Et dans les milieux d'affaires, c'est pas très bon non plus. Et là, la première question, c'est pas qu'est-ce qui va arriver quand les gens vont voter le 19 octobre, c'est est-ce que Mme Smith, devant cette grogne généralisée, de son côté de l'échiquier politique, va réussir à se maintenir en poste au-delà de la fête du travail? Et sinon, dans quel environnement est-ce qu'on s'en va? Qui la remplacerait? Je vous rappellerai que c'est un parti qui a congédié Jason Kenney, qui est pourtant pas un mauvais organisateur en passant, mais alors qu'il était premier ministre majoritaire en Alberta. Alors l'idée que Mme Smith est à l'abri est pas du tout là. Et là, la question finale qui va se poser de plus en plus, c'est si vous êtes un promoteur de l'éoduc et que c'est déjà un projet qui pourrait avancer avec l'aide du fédéral, mais c'est loin d'être acquis, est-ce que vous voulez vous embarquer dans une aventure comme celle-là avec l'équipe de Mme Smith dans l'état actuel des choses? Oui, bien, ça m'amène à ça, Alec. Est-ce que, qu'est-ce que ça a comme impact pour le leadership de Mme Smith, ce débat-là? Puis qu'est-ce que ça a comme impact sur la suite des choses économiquement pour sa province? Parce que c'est là-dessus qu'elle se bat, Mme Smith. Elle veut attirer des investissements, puis elle veut son oléoduc. Oui, dans le milieu d'affaires albertain, on ne comprend pas de toute façon pourquoi économiquement ce serait une bonne idée que l'Alberta se sépare du Canada. À quel moment, dans quel monde, ce serait plus facile de faire passer un pipeline vers la Colombie-Britannique dans un Alberta souveraine que ça l'est à l'intérieur du Canada? Ouais. La logique n'est pas évidente. Alors que déjà, les milieux d'affaires sont assez sceptiques. Là, quand ils voient évidemment l'instabilité que ça peut créer, on ne comprend vraiment pas de ce côté-là. J'ai trouvé la phrase que vous avez montrée en extrait de Mme Smith assez révélatrice. Elle se drape dans la vertu démocratique en disant « Je ne peux pas laisser les tribunaux empêcher des centaines de milliers de personnes de se prononcer sur l'avenir d'Alberta parce qu'on a vu, il y en a 300 000 qui ont signé la pétition pour l'indépendance, 450 000 pour rester. » Elle se dit donc « La démocratie doit parler, allons voter. » Mais à aucun moment, elle ne dit « Je n'ai absolument pas le mandat démocratique, moi, de faire ça. » Elle n'a pas été élue, Danielle Smith, avec une quelconque promesse de laisser, oui ou non, un référendum sur l'indépendance d'Alberta se produire. Je veux dire, elle, comme première ministre, n'a pas été élue là-dessus. Donc, elle aurait pu choisir une autre voie, de dire, écoutez, moi, je suis fédéraliste, je suis pro-Canada, le mouvement existe, allez vous bâtir un parti, allez vous chercher une légitimité dans une élection, faites la promotion de votre option.
Puis on s'en reparlera si vous gagnez des sièges. Mais elle a choisi, à l'intérieur de son parti, sans mandat des Albertains, de jouer cette carte-là, de souffler sur les braises du mouvement indépendantiste, je pense, pour l'arranger, puis parce qu'elle sait qu'il y en a à l'intérieur de son parti qui sont favorables à ça. Mais ce faisant, en se donnant une espèce de vernis de démocratie, bien, elle brime sur le mandat qu'elle a obtenu dès le départ des Albertains, qui est de ne pas du tout prendre cette voie-là. C'est assez particulier. J'ai vu Chantal sourire. Est-ce qu'il resterait encore des militants conservateurs? Ça faisait ça, Mme Smith? Oui, mais le Parti conservateur actuel, qui s'appelle le Parti conservateur uni, c'est le Parti Wild Rose et l'ancien Parti conservateur qui se sont réunis. Et le loup était déjà dans sa bergerie. Quand vous parlez aux leaders séparatistes en Alberta, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'ils n'ont pas besoin de créer un parti, qu'ils en ont un, que tout ce qu'il leur reste à faire, c'est continuer progressivement de prendre le contrôle du Parti conservateur qui est au pouvoir et de mener leurs affaires comme ils l'entendent. Les derniers sondages que j'ai vus là-dessus, c'était autour de 57% des membres de ce parti se revendiquent du courant séparatiste. Bon. Alors, Mme Smith, elle, a essayé de pas connaître le sort de Jason Kenney. D'ailleurs, les analystes, il y en a une série aujourd'hui, Paul Wells en est un, mais il y en a d'autres qui disent c'est pas une opération pour mettre fin au débat séparatiste. C'est pas un débat pour aller vers la séparation. C'est un débat pour sauver la job de Mme Smith comme première ministre. C'est loin d'être sûr que ça va fonctionner. Oui, ça ressemble à ça, effectivement. Puis Paul Wells est l'un de ceux qui l'a exprimé en chronique la semaine dernière. Michel, Mark Carney est allé en Alberta et a offert un certain nombre de concessions et fait avancer le dossier de l'oléoduc le plus rapidement qu'il le pouvait, justement pour essayer dans sa tête de calmer cette grogne-là. Est-ce qu'il est en train, lui, de le faire aux dépens de son propre parti? Parce que la semaine dernière, on a vu quinzaine de députés qui ont écrit avant pour dire on n'est pas d'accord. On commence à se sentir un peu mal à l'aise en tout ça. Oui, et c'est très clair qu'il y a beaucoup de gens, d'une part dans le caucus, mais aussi des électeurs qu'on en rencontre, des gens qui disent on n'a pas voté pour ça, nous on n'a pas voté pour un pipeline, on avait voté pour un homme qui, disait-on, était le banquier de l'environnement, qui savait qu'il fallait réconcilier l'environnement avec la finance. Et là, ben, c'est plus exactement ça qu'on voit. Donc, il y a des gens pour qui le pipeline est une ligne à ne pas franchir, mais il y a beaucoup de gens qui se regardent aller M. Carney, qui disent je suis pas sûr que moi j'ai voté pour ça. Je suis pas sûr que ce qu'on m'a dit de cet homme-là était ce qu'il est devenu comme premier ministre. Alors, il y a deux problèmes là. Bon, Chantal là-dessus, puis Alec ensuite, la suite des choses pour M. Carney. Quand même particulier, les Albertains n'ont pas voté pour ça. Et les gens qui ont voté pour Mark Carney n'ont pas voté pour ça non plus. Ouais. C'est un projet d'intérêt national. Trouvez l'erreur. Ce qu'on me dit sur cette lettre des députés à Mark Carney, c'était pour le mettre en garde contre certaines mesures qui pourraient se retrouver dans l'entente finale avec l'Alberta, qui pourraient avoir des conséquences pour les objectifs climatiques du Canada. J'ai demandé à des gens qui ont participé à la lettre, est-ce que vous avez vu des traces de vos suggestions dans l'entente finale? Et la réponse a été rien. Donc, ces députés-là, aujourd'hui, se disent, on est non seulement personne s'est intéressé à nos objections, mais en plus, Mark Carney est en train de dépenser du capital politique pour faire avancer un projet avec le gouvernement provincial de loin le plus instable au Canada. C'est particulier. Ouais. Alec, est-ce qu'il est en train de mettre en péril? C'est une toute petite majorité qu'il a, M. Carney. Hein? Est-ce que c'est dangereux de jouer comme ça avec ce genre de questions-là quand on sait qu'il y a des mécontents au sein du caucus? Je ne sais pas. J'ai pas l'impression que pour l'instant, la grogne va prendre de l'ampleur. Elle aurait pu en prendre. Parce que cette lettre-là, elle vient pas juste d'être envoyée. Hein? Elle a été envoyée au mois d'avril. On est quand même rendu à la fin du mois de mai. Stephen Guilbeault a fait sa sortie depuis contre cette entente-là. D'autres députés ont décidé, donc, dans ces signataires-là, de ne pas suivre publiquement Stephen Guilbeault. Peut-être que c'est la menace référendaire en Alberta qui les retient. Ça peut être la mince majorité qui les retienne. La popularité de leur chef qui se maintient quand même aussi. Je veux dire, avant d'attaquer de front un premier ministre qui est le plus populaire depuis je ne sais plus combien de temps, il faut quand même avoir la couenne assez dure. Alors, il peut y avoir un mélange de facteurs.
ça veut dire quand même, pour Mark Carney, qu'il est sous surveillance. Pour l'instant, je pense que la grogne, elle est contenue, elle se passe à l'interne. C'est normal qu'il y ait des discussions à l'intérieur d'un caucus. Tout le monde n'est pas toujours d'accord avec ce qui se passe. Le fait que ça ne soit pas sorti publiquement, qu'il n'y ait pas eu de désaveu public d'un autre député ou d'un autre ministre, je pense que c'est contenu. Ceci dit, l'avertissement, il est là. Et le fait que la lettre soit coulée aussi, en fait, l'existence de cette lettre, pas la lettre, mais que l'existence de la lettre soit coulée aussi à des journalistes, fait en sorte qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de ce caucus-là qui dit « On veut que tout le monde sache qu'on a quand même envoyé un avertissement à Mark Carney, que pour la suite des choses, il devra être prudent. » Oui. Effectivement. Alors, à suivre là-dessus. On va passer au Québec parce qu'il y a eu le fameux rapport qu'on attendait à Terre-Neuve et Labrador sur l'avenir de Churchill. Évidemment, pas de surprise là-dedans. M. Wakeham, le premier ministre terneuvien, veut une renégociation. Je commence avec vous, Michel, là-dessus. Chronique d'une renégociation annoncée. Qui a le gros bout du bâton, d'après vous, là-dedans? Le Québec a largement le gros bout du bâton parce que, d'abord, le rapport que le premier ministre a demandé, c'était un rapport... quand on demande un rapport comme ça, c'est d'habitude pas parce qu'on veut faire sauter la baraque, c'est parce qu'on veut trouver une façon de s'en sortir. Alors là, ça dit... Et c'est une vieille demande de Terre-Neuve. On n'a pas assez d'électricité. On n'a pas assez d'électricité pour développer, par exemple, les ressources du Labrador, de la fosse du Labrador, etc. Oui, sauf que il y en aurait assez s'il y avait eu des projets qui avaient bien fonctionné et qui n'ont pas bien fonctionné et qui obligent Terre-Neuve aujourd'hui à dire on va renégocier Churchill Falls. Alors, dans la politique interne de Terre-Neuve, il y a ce problème-là qu'ils ont été obligés, veut pas, de demander à Hydro-Québec de travailler sur Churchill Falls, de travailler sur Gull Island, de travailler sur ces choses-là. Et à ce moment-là, on n'a pas le gros bout du bâton, évidemment. Bon, Chantal puis Alec ensuite. Chantal, est-ce que vous avez l'impression que Mme Fréchette, qui gagne en popularité, là, qui semble bien faire, est capable de tirer son épingle du jeu de cette situation-là avant de partir en campagne électorale? Possiblement. Et si c'est le cas, on va le savoir vite. Parce que dans ce cas-là, on va régler rapidement. Je vous dirais que c'est pas seulement Mme Fréchette qui aurait un intérêt à régler le dossier rapidement, c'est aussi le premier ministre Mark Carney, parce qu'on peut pas annoncer un vaste projet d'hydroélectricité pan-canadien et pas réussir à faire atterrir ce projet-là. Cela dit, Michel a raison, le gros bout du bâton, c'est peut-être Mark Carney qui l'a sur Terre-Neuve et Labrador. On l'a entendu cette semaine, M. Carney, en Colombie-Britannique, laisser entendre que si on se traînait les pieds sur son pipeline, ça pourrait mal aller, on pourrait s'occuper des autres provinces davantage que la Colombie-Britannique. On peut imaginer le même genre de discours. Si Terre-Neuve fait pas ce qu'il faut pour conclure, ces projets pourraient languir plus longtemps que d'autres sur la table à dessin fédérale. Alors, mon impression, dans un premier temps, c'est qu'il y a un certain momentum derrière l'idée d'arriver à une solution pour que tout le monde dise, vous voyez, on a bonifié l'entente et on passe à un autre appel. Oui. Alec, je vais finir avec vous parce que vous aviez parlé de Terre-Neuve et Labrador. Vous avez été le visionnaire du groupe il y a déjà plus d'un an. Est-ce qu'on va réussir à régler la chose? J'ajoute comme facteur qui fait que ça pourrait aller plus vite qu'on pense, le fait que l'élection s'en vient au Québec. Ouais. Donc, Christine Fréchette va pouvoir montrer que, comme première ministre, elle est capable de signer une entente définitive sur quelque chose de gros comme ça. Ce serait très bon pour son étoffe de première ministre. Mais en plus, Tony Wakeham, oui, il dit « je veux une meilleure entente », puis c'est ce qu'il avait promis en campagne, puis il fait un peu de sparage pour la politique. Mais en réalité, si le Parti québécois s'installe au pouvoir, ils ont déjà critiqué l'entente actuelle. Alors, ils ne voudront pas faire quelques concessions supplémentaires à Terre-Neuve. Et ensuite, ce ne sera pas du tout dans les priorités du Parti québécois qui va avoir en tête un référendum, avoir à gérer d'autres choses s'il arrive au pouvoir. Donc, on pourrait repousser ces négociations-là de des mois, voire des années. Or, l'argent que Québec propose de verser tout de suite à Terre-Neuve et Labrador, 300 millions de dollars de plus par année en rouvrant l'entente, là, si on ramène ça au prorata de la population au Québec, ça serait l'équivalent de 4,5 milliards de dollars là, qui arriveraient au Québec si on était dans la même situation. 300 millions de dollars par année pour Terre-Neuve et Labrador, là, ça efface pratiquement leur déficit annuel. Alors, Tony Wakeham a intérêt aussi à signer une entente. Lui, attendre 10 ou 15 ans, c'est pas nécessairement bon pour lui, alors qu'Hydro-Québec veut aussi une entente parce qu'on veut sécuriser à long terme l'approvisionnement. Alors, tout le monde a intérêt à s'entendre. Sauf que, c'est là le bémol,
ce sont des ententes très complexes. Alors, pour maintenir l'équilibre, pour donner quelque chose de plus à Terre-Neuve, obtenir quelque chose d'autre en retour, le château de cartes peut s'écrouler assez facilement. Donc, c'est tellement complexe qu'on ne sait pas si on va arriver à s'entendre, mais la volonté politique d'Ottawa, de Québec et de Terre-Neuve, elle est là. Mais est-ce qu'on va être capable d'y arriver avant la fin du mois d'août? Ça, c'est une autre question. Oui, le compte à rebours est parti. Puis s'il n'y a pas d'entente, effectivement, c'est la vieille entente qui prime, puis les revenus pour Terre-Neuve sur celle-là étaient pas mal moins intéressants. Ben oui. Alors, on verra à quel point ça fait accélérer les choses. Alex, Chantal, Michel, merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Au revoir.